le dis à chaque fois, c'est rock'n'roll au CIAPRO pour annoncer et amorcer les conférences. Ce sujet-là, il pourrait apparaître un peu aride par les financements, par les capitaux externes, par les dettes. C'est pas que sexy et je suis ravi que des jeunes et des moins jeunes soient intéressés par ce sujet parce que c'est évidemment fondamental. Je veux me développer et financer mon projet. Quelle place accorder aux capitaux externes, au-delà de la dette bancaire, au-delà de demander de l'argent à la banque et devoir le rembourser? Peut-être que je peux avoir intérêt, dans un certain nombre de cas, à m'associer avec d'autres acteurs qui viennent investir au capital de ma société. On va discuter de tout ça avec 3 intervenants de premier plan, mais je vais commencer par ouvrir et donner la parole à Franck Chancois, que je vous invite à accueillir par vos applaudissements chaleureux. Franck, tu es expert comptable, commissaire aux comptes, dirigeant du cabinet BSF. Tu accompagnes donc des agriculteurs et des chefs d'entreprise agricoles dans leur développement, leur comptabilité, mais aussi leur gestion et leur stratégie de financement. Tu es membre fondateur du groupement Agir Agri, qui est un groupement d'acteurs du monde de la comptabilité et de la gestion dans le secteur agricole. J'en profite pour dire que tu as contribué à un ouvrage qui s'appelle « Moi agriculteur, je pilote ». Pour une gestion efficace de mon entreprise agricole ou viticole. Et vous retrouverez d'ailleurs cet ouvrage à la librairie du CIAPRO tout au fond à côté du Café des Agris. Et avec toi, Franck, je souhaitais que tu puisses nous rappeler quelques définitions. De quoi on parle quand on parle de capitaux externes, de haut de bilan, de bas de bilan, de comptabilité. Bref, que tu puisses nous donner, rappeler les bases. Pas de problème, Pierre. Bonjour tout le monde. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est un sujet quand même très très important, on a parlé matériel juste avant. Pour pouvoir financer le matériel, il faut des capitaux. Donc l'enchaînement va très bien. On va peut-être faire quelques petites définitions, mais de façon très très succincte pour savoir de quoi on parle en fait. On parle de capitaux propres. Donc les capitaux propres, c'est quoi? C'est les ressources internes de l'entreprise. C'est globalement le capital qui a été apporté initialement, l'épargne, les apports de la famille et globalement l'ensemble des résultats qui sont restés dans l'entreprise. On compare les capitaux propres où le sujet, c'est les capitaux externes. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est des capitaux qui viennent de l'extérieur de l'exploitation. Et à travers ça, on trouve essentiellement les financements bancaires, les subventions, parce que c'est un élément quand même très important du monde agricole, et les investisseurs privés et les capitals investissement. Ensuite, quand on... je te coupe. La notion même de capital investissement, elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. Donc, c'est des acteurs qui sont spécialisés dans le placement d'argent dans des entreprises qui sont censés accroître leur valeur. Et au moment où je me retire, du coup, l'investisseur gagne son argent et peut du coup rentabiliser son investissement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Globalement, c'est une entité qui va collecter des fonds sur des personnes privées la plupart du temps ou pas, de façon à pouvoir apporter des fonds au sein de la structure pour venir aider au financement de l'exploitation et de l'investissement durable de l'entreprise. Ça tombe bien, on aura Emmanuel juste après qui va incarner cette figure du capital investissement, mais on peut aussi avoir des investisseurs, on va dire, directement intéressés, des entreprises privées qui sont directement intéressées. Des particuliers même. Des particuliers même. Voilà, tout à fait. Et juste dans les définitions pour finir, parce qu'il y a une notion, quand on regarde un bilan comptable, ça fait peur. Il y a 2 choses à voir. Il y a le haut de bilan. Le haut de bilan, qu'est-ce que c'est? C'est mon outil. C'est qu'est-ce qui me permet de fonctionner. C'est mon investissement, c'est du durable. Je dois le financer de façon durable. En bas, il y a le bas de bilan. C'est qu'est-ce que j'ai besoin au quotidien pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est le BFR, les stocks, les semences, tous les intrants. Et ça, globalement, on est sur des financements court terme. Stop, BFR, besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, tous les matins, combien j'ai besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et c'est cette notion-là qui est très importante. Et on en parlera après, mais il faut arriver à dissocier le haut de bilan du bas de bilan parce que ce n'est pas les mêmes modes de financement et ce n'est pas du tout la même chose. On a pris trop l'habitude d'avoir des solutions multi-couteaux et on ne respectait pas ces indicateurs. Et dernière définition, CAPEX BFR, CAPEX investissement. Investissement durable, c'est mon outil de travail. J'investis dans de la terre, j'investis dans un tracteur, c'est durable. C'est pas consommable à la première utilisation, donc je ne dois pas le financer rapidement et d'un seul coup. On prend l'exemple, par exemple, du corps de ferme, des actifs même. Tout à fait. Si je dois planter des oliviers, par exemple, sur 30 ans, c'est ça. Ça, c'est un CAPEX, un investissement long terme. Tout à fait. Par opposition à par rapport à par rapport aux vignes, une complantation, un entretien de la vigne.
je plante ma vigne, c'est mon investissement durable. Je ne connais pas trop le monde des oliviers, donc je reviens sur mon terrain. Je plante de la vigne, c'est un investissement durable. Je fais de la complantation, ça veut dire que je remplace le pied mort. C'est un entretien. Et c'est deux choses totalement différentes. Les phytos, l'essence, ça c'est des charges opérationnelles. Besoin de fonds de roulement. Ce qui relève du besoin en fonds de roulement. Voilà, donc j'ai besoin de ce fonds de roulement qui tourne, qui roule, douce pour avancer dans mon quotidien. Et puis de temps en temps, j'ai besoin de mettre, boum, de l'argent sur la table pour investir dans mes CAPEX, et, enfin réaliser ces CAPEX et donc pouvoir... dans l'outil d'exploitation. Voilà, dans l'outil d'exploitation. Et un élément important, pardon, il y a beaucoup de jeunes. Si vous êtes des jeunes et vous voulez vous lancer, on parle de l'investissement et tout le monde travaille sur l'approche de l'investissement, c'est hyper important. On n'oublie pas le besoin de fonds de roulement. On peut couvrir son investissement par un financement, mais la première levée de récolte, ben, il faut dépenser avant de rentrer de l'argent. Donc ça, c'est très important à intégrer dans son mode de financement et dans la recherche d'investisseurs pour le financer. On a posé les bases. On a compris que pour faire tourner une exploitation agricole, on a besoin à court terme d'argent pour faire tourner son exploitation. Donc c'est ce BFR qu'il faut savoir, on va dire, alimenter, soit par le travail quotidien de l'exploitation, son résultat, et puis peut-être aller chercher d'autres sources de financement à la banque. Et puis on a de temps en temps des gros besoins d'investissement. Et là, bah, soit aussi on va à la banque, on va en reparler avec Baptiste dans un instant, où on va trouver d'autres partenaires pour m'aider au financement de ces gros investissements. Bah justement, j'appelle Baptiste Andrieux, là aussi sous vos applaudissements plus que chaleureux, à me rejoindre. Monsieur Baptiste, installe-toi, prends donc ce micro là-bas. Baptiste, tu fais du conseil en ingénierie financière. Bonjour à tous. Auprès, exactement. Alors pas tant d'agriculteurs en direct, tu vas nous expliquer ça, mais peut-être de l'écosystème agricole dans sa globalité. Tu es spécialiste du financement sur les questions agricoles. Ta boîte s'appelle Canopy Global Advisory. Quand on parle argent, on parle très vite anglais, histoire de se la péter, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et tu es à l'initiative d'un fonds d'investissement dans les filières agricoles dont tu vas nous parler un peu plus tard. Exactement. Mais avant ça, je voudrais que tu nous reviennes, sur les différentes options, justement, de financement de ces besoins qu'a exprimé Franck à l'instant. Alors déjà, j'aurais aimé avoir Franck comme prof de finance. C'était très clair son explication. Alors, Canopé, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On est une structure de conseil sur des sujets d'investissement et de financement pour le secteur agricole et agroalimentaire. On couvre toute la chaîne de valeur. On est aussi investisseur, mais ça, on en reparlera plus tard. Peut-être en avant-propos, nous, on s'est posé la question de comment on pouvait innover dans le financement. Ce qui est intéressant, et cette question, en plus, c'est le ministère de l'Agriculture qui nous l'avait posée. Donc, on a conduit une étude sur ce sujet-là, où on s'est posé la question, qu'est-ce qui peut être innovant dans un financement? Et ça, bien sûr, ça se regarde par rapport aux besoins des agriculteurs, des agricultrices et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et qu'est-ce qui est innovant? C'est à la fois un financement qui permet d'être complémentaire à des ressources bancaires, c'est-à-dire de désintermédier les sources de financement. On va en parler avec Swen, là, qui vont nous présenter aussi leur projet de fonds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour qu'il soit innovant, c'est qu'il permet aussi d'intégrer des outils de gestion de risque et qu'il intègre aussi les sujets extra-financiers, parce qu'il y a une réelle valeur aujourd'hui d'avoir une vision de la double matérialité quand on finance des projets agricoles. Stop, on va expliquer tout ce que tu as dit, parce qu'il y avait pas mal de notions quand même assez fondamentales, et je vois que certains ont levé leur tête en disant voilà, double matérialité, j'y connais rien. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit juste avant, être innovant, c'est parce que on n'est pas que sur la dette bancaire un peu classique. Exactement. Ça tourne, ça marche. Voilà. 2, gestion du risque. On est dans un monde de plus en plus risqué, l'adaptation au changement climatique, les aléas. On sait que crise et aléas deviennent finalement la nouvelle normalité. On est sûr qu'on aura plus de crises. On ne sait pas forcément laquelle et à quel moment. Et donc, il faut penser à un mode de financement qui s'adapte à ces différents aléas. Et le troisième point que tu as évoqué, la double matérialité. La double matérialité. Alors ça, on va prendre 1 minute pour expliquer ce que c'est. Exactement. Alors la double matérialité, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, l'agriculture, vous le savez, ça produit notre alimentation, mais les agriculteurs, ils ont un rôle majeur, et dans notre société, ils aménagent le territoire, les paysages, ils produisent des énergies renouvelables, ils produisent des externalités des fois positives, des fois négatives. Et ce sujet de double matérialité, c'est se poser la question que quand on regarde un financement, il y a une performance financière, mais il y a aussi une performance extra-financière, c'est-à-dire quelle est la contribution d'une agriculture à notre transition sociale, transition écologique. Voilà, ce point, il est important.
il est de plus en plus considéré chez les financeurs. Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que demain, oui, on s'intéresse à la rentabilité à court terme de l'exploitation et à long terme. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. En revanche, si demain, je suis un investisseur, j'ai privilégié une entreprise qui, par ailleurs, contribue à on va dire, la résilience territoriale d'un territoire, par exemple. Parce que justement, on se dit qu'à plus long terme, cette entreprise sera donc plus durable et finalement elle-même plus rentable. Alors sur le sujet de la résilience, c'est un point plus spécifique, mais déjà le fait de considérer quel est l'impact d'une entreprise en général, mais aussi pour le monde agricole, quel est son impact sur la société, sur son environnement et aussi sur bien sûr sa contribution économique, déjà c'est de poser une question de risque. Par exemple, là, la semaine dernière, il y a une étude qui est sortie des services d'intelligence du Royaume-Uni sur la biodiversité, où ils se rendent compte que l'effondrement de la biodiversité viendrait créer aussi des problématiques de sécurité. En fait, l'agriculture est un vrai contributeur aussi de paix sociale, de transition écologique, de sécurité. Tous les jours, vous avez rendez-vous avec l'alimentation. Si demain, vous n'êtes plus alimenté, il se peut que vous soyez un petit peu dérangé quand même. Et donc, tu nous dis que les investisseurs, et on pense notamment à des investisseurs qui apportent des capitaux externes, hein, pour reprendre la définition qu'a donnée Franck, s'intéressent de plus en plus aussi à ces aspects-là, parce que ça devient une condition même on va dire, d'adaptation à la situation de plus en plus risquée que j'évoquais à l'instant. Exactement, c'est avoir une approche beaucoup plus long terme sur son approche du risque, de se dire, voilà, quand je finance tel projet et que je sais qu'il a une externalité positive, ou alors qu'il vient atténuer une externalité négative, ou qui vient amplifier une transition, ben forcément, je me mets dans une optique de gérer du risque sur du long terme. Et mais ça, donc on est d'accord, c'est pas au détriment de la rentabilité économique. C'est pas. Non. En gros, c'est plus durable, mais ça rapporte moins. Il faut que ça rapporte, peut-être sur du plus long terme, mais qu'en plus, ça contribue à l'environnement et donc finalement à la société et donc à l'exploitation elle-même. Ça ne peut pas fonctionner en fait de se dire de déconnecter la rentabilité ou la capacité à générer un revenu décent et derrière une contribution positive, ça ne peut pas durer. En fait, ça va être une approche qui est très court-termiste, que ça soit l'un ou l'autre en fait. Et l'approche la plus robuste, la plus résiliente, c'est d'intégrer ce triptyque. Voilà, ça c'est un point important et c'est pour ça qu'on parle souvent de double matérialité du financement. Donc c'est la matérialité financière et la réciprocité des échanges entre l'exploitation et la nature. Quel impact j'ai, quel service je rends et quelle contribution, quelle dépendance j'ai de cette nature que je dois entretenir. Je reviens sur, encore une fois, cette notion d'investisseur externe, ces sociétés dédiées ou des acteurs privés. Est-ce qu'on peut dresser peut-être ensemble une forme de typologie des acteurs possibles et leurs visions respectives? On commence par exemple par des entreprises qui sont dans la chaîne de valeur et qui peuvent se dire, bah tiens, je vais investir dans mon amont agricole. Alors, tout à fait. Il y a ça. Pour démarrer. Déjà, quand même, en introduction, l'essentiel du financement déjà des agriculteurs, il est porté par les banques. Ça, c'est un point qui est important à représenter. C'est 12 milliards d'un cours. Il ne faut pas opposer les moyens de financement. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est en fonction de ce que nous a expliqué haut de bilan, bas de bilan. Il peut y avoir des des alternatives complémentaires et ça dépend. En fait, il y a l'ingénierie du financement. Elle colle aussi aux besoins du financement et à qu'est-ce qu'on finance. Ça, c'est un point vraiment que je voulais... sur lequel tu veux insister, mais ingénierie, parce que justement, il faut aller chercher les bonnes solutions, faire le bon puzzle. Et en tenant compte des nouvelles configurations qui sont des configurations climatiques de plus en plus difficiles. Exactement. Jusqu'à présent, le financement bancaire était un financement, on va dire, suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on avait une sécurité des rendements, on avait un taux bas, on avait un prix des entrants de l'énergie qui était relativement faible, et donc on avait quelque part une sécurité. Aujourd'hui, avec l'évolution climatique, l'évolution des marchés, on a affaire à des entreprises, des exploitations agricoles qui sont de véritables entreprises. Et ça, on a longtemps opposé, et moi j'ai eu sur le terrain, non mais moi je suis pas une entreprise, je suis une exploitation agricole, c'est pas la même chose. Mais si, aujourd'hui c'est exactement la même chose. Avec des organisations même du travail, identiques, des juridiques et fiscales qui sont... Un cycle long, une entreprise emploie, une entreprise prend des risques, elle fait partie du marché. Tout à fait. Et donc c'est là où il ne faut pas qu'il y ait cette opposition et que le financement bancaire historique ne suffit plus. Il ne suffit plus, mais en fait ce qui est important c'est
c'est distinguer les logiques en fait entre les acteurs de financement et créer des complémentarités. Et moi, ça, j'ai pu l'expérimenter sur des entreprises qu'on a financées. Bon, j'ai un passé d'investisseur aussi dans l'impact et du crowdfunding où on a fait financer par exemple des corporates auprès des citoyens, auprès des banques. En fait, c'est une réelle logique. Par exemple, excuse-moi, je te coupe, parce que tu emploies des termes qui ne sont pas forcément connus par tous. Oui, crowdfunding, c'est le financement participatif. Par la foule. On ouvre à la foule l'opportunité de participer au financement d'une action. Et donc tu expliquais qu'un corporate, donc c'est une entreprise privée, on va dire la grande distribution. La grande distribution, par exemple, Intermarché a une filiale qui s'appelle Agro-Mousquetaire, qui elle-même investit au capital d'exploitation agricole ou d'usines de transformation. Exactement. Et, par exemple, dans la logique d'un corporate, d'une entreprise qui viendra financer un acteur d'un des maillons de la chaîne alimentaire, en fait, il y a quand même une vraie logique de sécurisation d'appro en accompagnant au financement. On vient aussi accompagner à la solidité de cet acteur ou à sa possibilité d'investir dans quelque chose qui est indispensable pour sécuriser son appro. Je viens investir chez mon fournisseur, et bien finalement, je viens moi-même sécuriser mon business. Et je peux investir en passant par l'intermédiaire d'une profession réglementée, d'un investisseur, pour s'assurer aussi la bonne gestion des conflits d'intérêts. Parce que ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est une première logique qui a du sens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des family office, des gestions de fortune, qui vont confier de l'argent soit à des investisseurs parce qu'ils veulent accompagner le monde agricole, soit directement dans des structures agricoles. Et ça, c'est aussi une logique de contribution, de diversification de leur patrimoine dans ces approches-là. Ces gens-là sont de plus en plus présents dans le monde de l'investissement et du financement agricole. Et donc là, il y a peut-être des logiques parfois un peu plus affinitaires. C'est-à-dire que oui, ils poursuivent des logiques financières, mais on peut aussi avoir une logique, ben voilà, moi j'ai plein d'argent, je constitue avec d'autres un family office, et ce family office, on l'oriente vers des sujets qui nous tiennent à cœur, en plus que des sujets qui véritablement sont rentables. Tout à fait. Alors, il peut y avoir plusieurs logiques. Il peut y avoir des logiques affinitaires, effectivement. J'ai une sensibilité à tel secteur ou à telle approche aussi, à telle mission. Moi, je veux contribuer, je ne sais pas moi, au développement de la biodiversité. Je vais cibler en fonction de ça. Puis il y avoir aussi des affinités territoriales. Oui, je peux choisir telle région parce que bah voilà, moi je suis implanté là et je veux que cette région se développe. Donc ils sont nourris par des logiques qui sont un peu plus individuelles, mais nous on échange avec ces acteurs-là qui sont des acteurs importants aujourd'hui du financement, il ne faut pas les négliger et c'est important qu'il y ait cette rencontre entre le monde agricole et ce monde-là du financement et qu'on puisse les sensibiliser aussi sur ce qui nous semble porteur pour l'agriculture. Donc, il y a un enjeu aussi à on va dire, parfois informer, éduquer, enseigner ce que c'est aussi que l'agriculture, parce qu'on peut avoir des idées un peu préconçues sur ces sujets. Et faire découvrir, tout simplement. Voilà, et puis après, faire découvrir le sujet-là, les sensibiliser sur la compréhension du risque. Nous, quand on a auditionné plus d'une cinquantaine de financeurs, d'investisseurs et de corporate family office, et en fait, ce qu'on a remarqué aussi, et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler sur le Café des Agris, c'est qu'il y a un double enjeu d'acculturation entre il faut acculturer le monde agricole et les acteurs du monde agricole sur ces sujets de financement. Et il faut aussi acculturer le monde financier traditionnel ou ces acteurs-là sur la compréhension du monde agricole. Les spécificités du monde agricole. Et démystifier aussi la crainte qu'on peut avoir sur le monde agricole, qui peut être une croyance alors qu'elle est très contributive à notre société. Alors, on a dit les corporates, les family office, les fonds, private equity. Et voilà, et c'est là où je voudrais qu'ils viennent. Les fonds d'investissement de private equity, là aussi, encore un terme anglais pour juste dire en gros, je mets de l'argent au capital d'une société. De capital privé. Privé. Ça ressemble à ce que tu disais, le capital investissement qu'évoquait tout à l'heure. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose, mais Franck, il a dit en français, moi je l'ai dit en anglais. Mais il faut le dire en français parce que c'est important. Donc ça, ce sont des fonds professionnels réglementés par une autorité qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, qui est un peu Dieu sur terre pour le monde de la finance, et où ce sont des fonds réglementés par un règlement qui permet d'assurer des horizons de placement, une certaine logique dans ce qui est présenté. Et donc ça, c'est des fonds professionnels qui agrègent de l'argent d'épargnants, vous tous, d'assurance, de corporate, parce qu'ils choisissent de désintermédier leurs moyens de financement, de banques, etc. quoi. Et ça tombe bien. On en a un qui va venir témoigner, c'est Emmanuel Simon. Merci de nous rejoindre, Emmanuel, là aussi, sous un tonnerre d'applaudissements.
Donc Emmanuel, tu fais partie de ces fonds d'investissement. Donc tu es directeur de gestion, c'est chez... j'ai toujours un doute. Swen. Swen Capital Partners, j'avais un petit doute sur la prononciation. Donc tu es une société de gestion de fonds d'investissement, Swen Capital Partners, qui dirige le fonds Terra, qui lui-même est spécialisé sur la question agricole. Et c'est pas si commun, et un fonds d'investissement qui décide d'investir très directement au capital d'une exploitation agricole. Alors ça va pas être n'importe quelle exploitation, tu vas nous expliquer ça. C'est quoi ce qu'on appelle la thèse d'investissement du fonds Terra? Qu'est-ce qui guide l'action du fonds Terra? Oui. Brièvement, enfin, collant bien le micro sur le menton. Ouais, pardon. Deux mots sur Swen. Notre métier, c'est créer des fonds d'investissement. On lève de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels, des banques, des groupes d'assurance, des mutuelles, et on investit cet argent en capital développement, comme ça a été expliqué, uniquement en non coté. Donc uniquement dans des TPE et des PME qui ne sont pas en bourse, quelque part dans l'économie très concrète, dans nos territoires. Et on a lancé en juillet Swen Terra, qui est dédié aux exploitations agricoles et aux sociétés du monde agricole. Donc ce que Swen Terra fait, c'est qu'on finance en capital, en argent patient, en haut de bilan, des sociétés d'exploitation agricole, que ce soit dans le cadre d'installation, de transmission ou de projets de développement, des développeurs et opérateurs de projets agricoles. Il y aura un exemple sous peu on aura un témoignage avec le témoignage de Martin. De Martin tout à l'heure. C'est-à-dire des sociétés qui exploitent plusieurs fermes, qui développent des projets de ferme et qui exploitent plusieurs fermes. Et on investit aussi dans des projets de première transformation aux côtés d'agriculteurs. Pourquoi on a monté cet outil-là? Exactement pour toutes les raisons qui ont été expliquées précédemment. L'agriculture est une activité qui est intense en capital. Dans notre jargon, on dit intense en capital, c'est-à-dire que ça demande de l'argent, des capitaux. Avec une rentabilité différée. Avec une rentabilité de long terme et des risques associés au court terme. Donc l'outil qui nous a paru aujourd'hui, et on est les premiers en France à notre connaissance, mais un outil qui manquait dans le développement du secteur agricole pour faire face aux défis actuels, c'était justement cet outil-là patient. Il y a un point important à comprendre, c'est que nous, on prend le risque de production agricole avec le partenaire. On n'est pas une foncière, on n'est pas sur des outils de dette. Nous, on est au capital et notre rémunération dépend de la création de valeur à long terme et on prend le risque de production avec notre partenaire. Oui, vous êtes tous les deux agriculteurs et le fonds Terra associés au capital de la même entreprise. Donc vous êtes tous les deux patrons ou copatrons de cette entreprise. Alors tu vas nous expliquer peut-être, tu vas préciser ce que je suis en train de dire, patron ou pas, et puis on en reparlera avec Franck juste après. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux, et peut-être même avec d'autres, s'il y a déjà plusieurs associés, on va dire, en partage du risque, associé réellement, vous partagez les risques de l'entreprise. Tout à fait, on prend le même risque. On n'est pas les patrons, moi je ne sais pas faire. Donc, c'est pas moi qui sais comment conduire une ferme et comment conduire une exploitation, mais on est partenaire. Partenaire dans les risques au jour le jour et partenaire dans la création de valeur à long terme. Est-ce que tu as quand même des exigences? Si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, comment tu surveilles quand même ce qui se passe? Ça veut dire quoi, finalement, être partenaire? Alors, on est des investisseurs actifs, c'est-à-dire que bien évidemment, on prend un certain niveau de risque, donc on aime bien comprendre. Donc, on définit une stratégie avec le partenaire. C'est quoi la stratégie de croissance de l'entreprise? Les marchés qu'on vise? Les marchés, exactement. Le type de commercialisation qu'on va aller voir. C'est pourquoi telle pratique agricole et tel parcours culturel est mis en place plutôt qu'un autre. Donc, tout ça est discuté avant le partenariat, pendant le partenariat, comme les problèmes, les bonnes nouvelles comme les problèmes aussi. Mais on a ce rôle actif de conseil. On a un fonds spécialiste, on finance au total, on va financer un peu plus d'une centaine de fermes en France comme en dehors de France, qui nous permet aussi de faire travailler les gens qu'on finance en réseau et d'apporter des choses et peut-être d'apporter parfois des solutions à tel ou tel problème. Donc actif, bienveillant. À quelle hauteur? Si 100% du capital est détenu par l'ensemble des associés, votre part à vous, elle peut monter jusqu'à combien?
Nous, on a une stratégie d'être plutôt minoritaire. C'est-à-dire qu'on peut apporter la majorité des capitaux sans prendre la majorité des droits de vote et du capital. Et c'est aussi notre intérêt bien compris. C'est-à-dire que nous, on a besoin que le partenaire qui est sur place, que l'entrepreneur, l'exploitant agricole, ça soit lui qui soit le plus intéressé à la création de valeur à long terme. C'est lui qui reste aux manettes, il n'est pas salarié de votre exploitation, il est lui-même aux manettes. Il peut avoir par ailleurs des salariés pour travailler, mais celui qui a investi, il reste aux manettes de l'exploitation. L'entrepreneur reste aux manettes de l'exploitation. Et c'est notre intérêt aussi. Encore une fois, nous, on n'est pas les sachants. Donc, on se projette sur une création de valeur à long terme. Donc, notre intérêt, c'est que l'entrepreneur, le patron de la ferme, en fait, ça soit lui qui ait le plus de valeur à créer à long terme. Franck, ce point intéressant entre j'apporte des capitaux et je prends le pouvoir, est-ce que quand j'accueille des capitaux externes dans mon exploitation, et notamment des investisseurs tels que Emmanuel, est-ce que je perds du pouvoir? Est-ce que je suis plus le patron chez moi? Alors ça, c'est une idée reçue. Et sur le terrain, nous, on discute beaucoup des évolutions des financements. Et la plupart des clients, pour pas dire tous, nous disent « Oui, mais je ne vais pas faire rentrer un fonds au capital. » Le loup dans la bergerie. Voilà. Alors, je ne vais pas faire rentrer le loup dans la bergerie, je vais perdre le pouvoir. Et en fait, ouvrir le capital fait en aucun cas perdre le pouvoir. La détention du capital est complètement différente avec la prise de décision. Aujourd'hui, il existe des outils juridiques qui permettent à un fonds d'apporter et de financer, je vais exagérer volontairement, d'apporter et de financer la totalité de l'investissement sans avoir le pouvoir de décision au quotidien et le pouvoir de décision du fonctionnement. Ça, c'est sous réserve quand même que je sois bien bordé juridiquement. Voilà. Par contre, la notion de contrôle et de pouvoir se détermine sur la construction juridique de l'opération. Vous faites rentrer un fonds, vous ne faites rien, bien entendu que s'il n'y a pas de règles du jeu de clairement établies, le capital correspondra au pouvoir. Par contre, si vous déterminez ce qu'on appelle des pactes d'associés, si vous avez des règles qui font en sorte que celui qui exploite garde le pouvoir, qu'on a créé des parts sans droit de vote, enfin, il y a tout un mécanisme et toute une architecture qui permettent aujourd'hui d'avoir l'apport du fonds tout en restant maître chez soi. Et ça, c'est relativement important. Tu voulais réagir, Baptiste? Non, j'avais une question. On va attendre l'annonce. J'avais une question. Sur quel format juridique c'est possible de structure agricole? En société par action, en SAS essentiellement, c'est le plus courant, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Là aussi, si je peux enlever une idée reçue du mode d'exploitation en SCEA, Société civile d'exploitation agricole, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et on a toujours fait des SCEA et donc on continuera à faire des SCEA. Non. Aujourd'hui, on a des véhicules juridiques, la SAS qui existe, la Société par action simplifiée qui existe, qui permet de modéliser et d'adapter ses statuts et ses règles de fonctionnement à ce qu'on veut. Et à partir de là, on arbitre dans les statuts via un pacte d'associés en parallèle. Donc j'imagine que vous signez des pactes d'associés dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles vous investissez. Oui, exactement. Nous, on investit dans des structures qui sont en SAS. C'est une obligation qu'on a au vu de notre règlement. Comme ça a été précisé, on fait une activité réglementée, donc on est encadré. Et la SAS a ce côté magique. En fait, le pacte d'associés, c'est un contrat passé entre les actionnaires sur la façon dont l'entreprise va être gérée. Donc c'est exactement dans ce pacte d'associés qu'on définit qui fait quoi. Et il est très clair pour le partenaire qu'on finance que la conduite de l'exploitation, c'est de sa responsabilité. Après, en soyons pas naïfs, si on apporte beaucoup d'argent, la négociation de ce pacte d'actionnaires, elle se fait forcément, on négocie ça. Et donc si j'ai besoin de cet argent et que le fonds d'investissement amène cet argent, voilà, c'est une négociation, ce pacte d'actionnaires. C'est une négociation, mais c'est le résultat final en fait d'un échange sur le projet. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au pacte d'associés, on se parle, on se rencontre, et c'est quoi le projet entrepreneurial ? Et notre approche, c'est de financer et de considérer les projets entrepreneuriaux du monde agricole comme dans tous les secteurs. C'est quoi le projet ? C'est sur cet échange du projet
Et c'est une fois qu'on a défini ensemble le projet, parce qu'encore une fois, nous, fonds spécialistes, on peut amener des choses, on peut challenger, on est aussi habitué à certaines choses, qu'en découle le pacte d'actionnaires. Baptiste ? Et après Franck ? Non, mais je trouve que c'est intéressant comme approche. Nous, quand on a fait un peu le tour du monde financement et du monde agricole, on a vu qu'il y avait un besoin de capitaux propres dans les structures agricoles, ça c'est certain. Et il y a aussi un frein culturel quand même à faire rentrer des capitaux extérieurs dans les exploitations agricoles. Et j'espère que ça va évoluer, plus ce frein juridique, où quand même aujourd'hui l'essentiel sont sous forme civile. Donc ça pose des vraies problématiques. Et avec des enjeux aussi, certaines subventions, aujourd'hui, corrigez-moi si je ne bêtise, sont réservées à certains statuts d'exploitation, ou est-ce que je me trompe ? Non, certaines subventions, et en particulier depuis 2-3 ans au niveau de la PAC, avec la notion d'agriculteur actif, qui est venu chambouler ces approches-là, puisque la notion d'agriculteur actif oblige que l'agriculteur soit présent au capital en majorité, et j'en arrêterai là, parce que ça reste une absurdité. Et donc ça vient quand même perturber. Et c'est là où il faut bien faire une analyse préalable de la forme juridique, mais on arrive quand même en préparant ces montages-là, on arrive quand même à pas avoir d'obstacle à la subvention. Donc attention, en tout cas, oui le statut, faites attention, oui le pacte d'actionnaire, faites attention, oui on peut accorder des capitaux externes sous condition, et notamment ce qu'on vient de se dire, de bien border ça juridiquement, et oui attention, quelles sont les conséquences en termes de subventions et de primes PAC, mais on peut arriver, si on est bien conseillé, à s'en sortir. Si on anticipe, si on le prépare, on y arrive. Et juste une petite précision, pardon, parce que c'était important pour bien resignaler, quand tu disais la négociation du pacte d'associés va être quelque chose de très très dur, et Emmanuel l'a bien précisé, n'oublions pas que chacun a un rôle. Quand je dis très dur, non, j'ai juste pas... en tout cas, il faut assumer qu'il peut y avoir un rapport de force, en tout cas, il faut assumer le fait que c'est une négociation. Voilà, il peut y avoir un rapport de force, mais n'oublions pas que chacun a son rôle. Et l'exploitant, c'est quand même lui qui fait tourner la ferme, qui fait tourner le business. Le financier, le fonds, n'a pas de valeur s'il n'a pas un exploitant. Et donc c'est là où on arrive globalement à remettre tout le monde dans la même lignée. Et je rejoins totalement Emmanuel et Baptiste sur le fait de dire c'est un projet commun. On crée une entreprise, on définit un projet d'entreprise et ensemble, entre tous les interlocuteurs, on le fait avancer. On aura l'exemple, encore une fois, de Martin, alors qui est un agriculteur un peu particulier. Ce n'est pas l'agriculteur classique tel qu'on l'imagine. Il est ce qu'on appelle un développeur d'actifs agricoles. Il va avec une logique d'infrastructure. Donc je pense à développer plusieurs exploitations à la fois. Et donc, voilà, ce n'est pas une ferme. C'est, on l'espère pour eux, 10, 15, sur une culture particulière, avec une façon de faire particulière, une forme d'industrialisation des processus, de façon à accélérer le développement. Mais ça, on en discutera avec Martin juste après. Tu voulais rajouter un point, Baptiste ? Non, je trouve que c'est une bonne dynamique qui s'inscrit en faisant ce type de démarche, et en ayant aussi le regard qu'il faut pour rendre une structure agricole robuste. On la rend robuste en ayant toute sa chaîne de valeur robuste. Voilà, ça c'est un point aussi qui me semble important à étudier. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai un peu teasé tout à l'heure. Tu as l'initiative d'un fonds d'investissement qui s'intéresse justement à cette notion de filières agricoles et de résilience alimentaire, en s'intéressant à oui, j'investis dans une filière, mais je regarde comment ça s'occupe, comment on s'occupe de l'amont. Exactement. Moi, je pense que ce qui est important pour nos agriculteurs, c'est avoir une approche écosystémique des choses et que les moyens de financement se complètent entre eux. C'est ce qu'on disait en introduction. On a besoin de renforcer des fonds propres dans les structures d'exploitation agricole, comme nous l'a bien expliqué Emmanuel à l'instant. On a besoin des banques parce que c'est indispensable, mais aussi on a besoin d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du monde agricole. Et nous, par exemple, sur le véhicule d'investissement qui va faire entre 70 et 80 millions d'euros, qui va être annoncé au mois de mars, qui est porté par le groupe Crédit Mutuel Arkea, ce fonds qui va s'appeler Résilience alimentaire des territoires va investir sur la zone du milieu en fait, de la chaîne de valeur, qui est les PME, les ETI du secteur agri-agro, qui sont les premiers clients des agriculteurs, qui transforment leur production, qui la valorisent. Et l'idée, c'est de faire en sorte que en investissant dans ces structures, il puisse y avoir un bon retour à la terre de la valeur qu'elle crée jusqu'à l'agriculteur, parce qu'en étant actionnaire, on peut aussi participer
au travail de gouvernance à leur côté, en faisant en sorte qu'il y ait une contractualisation qui se fasse au niveau des organisations professionnelles agricoles, des filières et de ceux qui valorisent les filières. Les organisations et de qui créent la producteurs valeur. et de leurs clients. Exactement. Et moi, je pense que le sujet de robustesse ne s'analyse que par une approche systémique. La résilience alimentaire, c'est un sujet de sécurité de notre alimentation pour nous tous. Et c'est aussi un sujet de sécurisation de nos agriculteurs, parce qu'ils ne seront robustes que si leur revenu est robuste et que si ils ont suffisamment de capitaux propres, comme ce que vous proposez, pour pouvoir investir dans leurs outils de production. Robustes parce qu'ils seront en capacité de résister à certains chocs. On le dit, Exactement. il y a quand même un monde avec de plus en plus d'aléas, et résilients parce qu'ils auront aussi cette capacité de rebond grâce à peut-être des logiques de diversification, des logiques de ne pas avoir mis tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est des points clés aussi pour les exploitations agricoles. En fait, demain. aujourd'hui, aux agriculteurs, on leur demande d'absorber tous les chocs. Ils doivent absorber les chocs climatiques, les chocs économiques, les chocs géopolitiques, les chocs réglementaires, les chocs sanitaires. C'est quand même un métier assez complexe aujourd'hui. Et en fait, pour cela, ils ont besoin aussi d'avoir des structures financières solides, et c'est ce que propose The Swan, et je trouve que c'est vraiment un très bon signal sur le marché, plus des investissements sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, de sorte à ce que vraiment qu'il y ait un retour à la terre, j'ai envie de dire, du consommateur jusqu'à l'agriculteur. Et on peut même imaginer que ce fonds d'investissement que tu évoques, Résilience alimentaire territoriale, investisse à la fois à l'amont de l'exploitation, chez des semenciers par exemple, Exactement. des pépiniéristes, parce qu'il n'y a pas de filière s'il n'y a pas de pépiniéristes ou de semenciers, et ou à l'aval de l'exploitation agricole. C'est exactement le constat qu'on a fait avec le groupe Arkea, Vertigolab, qui participe aussi à ce projet, parce qu'il faut embarquer en fait aussi de l'impact dès le début de l'investissement. Vertigolab, qui est un bureau d'études qui fait de l'évaluation d'impact, justement dans Exactement. une logique d'appui au développement de filières territorialisées. Et c'est fondamental. On parlait de double matérialité. C'est un peu un concept complexe. Il y a une vraie traduction sur le terrain, et Vertigo le fait extrêmement bien, à la fois mesurer l'impact, l'accompagner et faire en sorte qu'il y ait une réelle efficience à ce niveau-là. Et c'est pour ça que 80 millions d'euros, c'est pas une grosse somme à l'échelle de toute une chaîne de valeur, mais c'est déjà un bon début en fait pour faire en sorte que par exemple, Swan, dans ses investissements, il y a une bonne robustesse de leurs agriculteurs, parce qu'ils ont pris le risque de capital quand même si l'agriculteur est à la manette, et que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et ce qu'on va faire avec Result, il puisse y avoir les bons financements bien localisés, dans les bonnes logiques territoriales, les bonnes filières, c'est-à-dire les filières stratégiques pour notre souveraineté alimentaire, et dans l'accompagnement des bons objets de financement pour des transitions sociales et des transitions écologiques. Franck, est-ce que ce qu'on est en train de discuter répond selon toi à un certain nombre des limites du système de financement actuel que tu as pu exposer en introduction? Totalement. Ouf. Totalement, parce que, et sincèrement, c'est l'avenir des exploitations, parce que les banques seules, le modèle de financement tel qu'il existe aujourd'hui ne pourra pas suffire pour pouvoir permettre aux exploitations agricoles de se développer, parce que, on en a parlé, il y a tous ces nouveaux facteurs qui font qu'on n'a pas de flux, de prévision de flux de trésorerie sécurisé, on n'a pas de rendement sécurisé. Donc à partir de là, lorsque je m'engage sur un endettement avec un remboursement et une nécessité de générer un volume de cash chaque année, on se trouve confronté aux aléas qu'on rencontre au quotidien, et les solutions de financement de haut de bilan par des financements extérieurs permettent de sécuriser la viabilité des projets. Ça, on le redit, la dette, c'est l'emprunt à la banque. Et donc, si je peux pouvoir emprunter à la banque, il faut que je puisse rembourser par la mécanique de mon exploitation. Le haut de bilan, on parle de capitaux externes, d'investisseurs tels que vous êtes. Et là, on prend ensemble un risque avec une rentabilité qui peut être différée. Et donc, une valeur de l'entreprise globale qui peut s'accroître. Et après, se pose la question de... Je ne l'ai peut-être pas schématisé. Ouais. Et tu as raison d'insister. L'emprunt, comme vous le savez, on le rembourse tous les mois ou tous les trimestres ou toutes les périodes. Le capital extérieur qui rentre, on ne le rembourse pas de suite. On a un contrat, on a prévu. Il reste avec nous 5 ans, il reste avec nous 7 ans. Il y a les modalités de sortie sont établies au début, dès le début. Les modalités de rémunération sont établies. Donc, ce qui veut dire qu'on est ensemble à prendre le risque dans le fonctionnement. Et ça, c'est une notion importante, parce que l'exploitant, les flux qui sont générés par l'exploitant permettent de consolider son exploitation et non pas de rembourser du capital. Et au début d'un investissement, on a des revenus qui sont différés. On sait que c'est très très important, quoi. Emmanuel, on vient de le dire, on entre au capital, mais on sort aussi du capital. Quelle est la logique de sortie, la stratégie de sortie de Swan, du fonds Terra, d'une exploitation agricole? À qui tu vends tes parts?
Alors nous, on a une contrainte qui est de sortir de nos participés. Ça fait partie des règlements. Nos investisseurs nous donnent de l'argent, mais veulent le revoir au bout d'un moment. Mais à qui on revend les parts, ça dépend de la stratégie qu'on a définie avec le partenaire. On a des situations où, selon certaines formules de calcul, le partenaire peut nous sortir. C'est-à-dire que c'est lui-même qui rachète ses parts. Oui, on a des situations comme ça. On a des situations dans lesquelles aussi où un autre investisseur prendra notre place pour ramener l'entreprise à un autre niveau de développement, de son développement et de sa croissance. Donc tout ça est en fait très très ouvert et j'en reviens à ce que je disais. C'est un projet commun qu'on co-construit. Donc nous, la liquidité, ce qu'on appelle notre liquidité, le fait qu'un fonds d'investissement sorte, on doit l'organiser. C'est dans ton modèle économique à toi. C'est notre modèle économique, donc on doit l'organiser. C'est une obligation légale qu'on a aussi et réglementaire. Maintenant, on peut discuter avec les partenaires des différentes modalités en fonction de ce que l'entrepreneur auquel on s'associe a en tête et souhaite et veut. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on est en train d'expliquer et d'appliquer là au monde agricole, qui est un secteur stratégique et spécifique, finalement, on le retrouve classiquement dans d'autres univers et d'autres secteurs économiques. Et il existe depuis bien longtemps. Et voilà. En fait, les exploitations agricoles, ça reste des entreprises. Après, avec la singularité de ce qu'on a dit, d'absorber les chocs et tout ça, mais ça reste des entreprises. Et le moyen de les rendre solides, c'est de faire en sorte que leur chiffre d'affaires soit en croissance, soit stable et soit sécurisé. Ça, je pense déjà, c'est le meilleur moyen de les rendre robustes. Et puis après, le reste, c'est sujet d'ingénierie financière qu'on peut y assortir. Je lance une bouteille à la mer. J'imagine que vous avez plein de questions à poser. En tout cas, je l'espère. On a essayé d'être le plus pédagogue possible, mais ça reste des choses qui sont peut-être un peu ardues. On va prendre tout le temps qu'il faut pour en discuter au Café des Agris. Et moi, je lance une bouteille à la mer à laquelle on pourra réfléchir tout à l'heure. C'est quid des risques d'une financiarisation de l'agriculture? Parce que c'est bien de ça dont on parle. On est en train de financiariser, en tout cas, faire entrer des acteurs financiers dans le monde agricole. Rassurez-vous, ils y sont déjà, hein, on n'apprend rien. Ces acteurs-là sont déjà bien impliqués, mais on est en train de se dire que ce n'est pas forcément n'importe quel acteur qui rentre, et puis il faut peut-être s'assurer qu'on partage un certain nombre de visions, une même vision, un même projet. Mais ça, on en discute au Café des Agris dans un tout petit quart d'heure, histoire de faire une petite pause. Et puis donc on se retrouve à l'autre bout, dans l'autre angle, et on aura donc Martin qui sera là pour nous expliquer comment il travaille avec Swen, et est-ce que c'est si facile d'avoir un financier à son capital. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Ouais.